tous. Merci d'être présent pour ma présentation. Je suis Raphaël Caillou, je suis chercheur en matériaux chez VSTEC Pro, un centre collégial de transfert de technologie dans le domaine de l'habillement. Et avant ça, j'étais étudiant à l'EPS et lors de ma maîtrise, j'ai réalisé un projet de 6 mois en partenariat avec VSTEC Pro et l'entreprise Move Activewear, qui est une entreprise de lingerie sportive pour femmes. J'ai réalisé un projet sur la revalorisation des déchets textiles, la maîtrise d'un procédé et le développement de nouveaux débouchés à partir de tissus post-industriels. J'ai pu réaliser ce projet grâce à tous ces acteurs que je remercie et que je remercierai vraiment en conclusion. Donc, juste une introduction avant de partir dans le vif du sujet et de partir sur des sujets un peu plus techniques. Bon, l'industrie du textile, comme vous pouvez le voir, c'est depuis 2000 une grande croissance de vente des vêtements et une baisse de l'utilisation, comme vous pouvez voir le graphique en bleu. Ça, c'est le graphique de la Fondation Hélène MacArthur qui nous montre bien le problème de l'industrie textile aujourd'hui et de la fast fashion. Euh, donc des chiffres chocs, 92 millions de tonnes de déchets par an en 2017, à l'heure de ce chiffre. 10% des émissions carbone et le deuxième secteur le plus polluant après celui du pétrole. Euh, Malheureusement, les chiffres, ils sont pas forcément très bons. Même si on a énormément de déchets, on recycle très, très peu. Seulement 1% des textiles sont recyclés aujourd'hui. C'est dans cette approche que ce projet s'inscrit. Comme vous pouvez voir à la droite de cette diapositive, euh, le schéma de l'économie circulaire par l'EDEC en collaboration avec Recy-Québec, que vous devez sûrement connaître. Mon projet s'inscrit dans le point 2.3. Je ne sais pas si je peux faire un fil laser, c'est au sens. Parfait sur donner une nouvelle vie aux ressources. Moi, je me suis occupé de la revalorisation des déchets post-industriels textiles, des chutes de textiles provenant de du coup, l'entreprise Move Activewear sur le développement d'un recyclage thermomécanique qui est très utilisé pour les bouteilles plastiques, comme on a déjà beaucoup entendu parler quand on parle de PET recyclé en général dans le textile, c'est des bouteilles plastiques. Mais moi, j'ai voulu partir des déchets de retail textile. Et dans ce projet, il y avait deux objectifs principaux. Donc, le développement d'un nouveau procédé, enfin, le développement d'un procédé qui est beaucoup utilisé dans le recyclage des bouteilles plastiques, mais peu dans le recyclage des textiles, donc, qui est le recyclage thermomécanique, et l'exploration de débouchés pour voir justement l'optimisation de ce recyclage et voir si on peut introduire notre résultat dans différents débouchés que je vais présenter par la suite. Donc la présentation, elle va commencer par exposer le processus de recyclage thermomécanique. On va partir de notre matière première et on va voir comment on va la transformer pour obtenir une matière qui est réutilisable dans différents débouchés. Ensuite, on va présenter le débouché de l'injection plastique et de l'extrusion de filaments 3D. Et enfin, finir sur les bénéfices, les limites et les perspectives de ce projet de 6 mois dans ce contexte. Donc le processus de recyclage thermomécanique, il a différentes parties. On va commencer par la collecte et l'analyse du gisement. Donc moi, je suis parti de retail de textiles 100% PET que j'ai pu analyser pour déterminer la pureté de la composition et d'autres caractéristiques importantes pour le recyclage de cette matière. On a ensuite passé cette machine dans une machine d'effilochage défibrage pour déstructurer la matière et obtenir uniquement des fils et des fibres qu'on a mis ensuite sous thermocompression pour former des plaques plastiques rigides qu'on a broyées pour pouvoir former nos granulés à travers une extrudeuse et ensuite pouvoir les utiliser dans différents débouchés. On peut commencer par la collecte et l'analyse des fibres. Ici, à droite, vous pouvez voir les retails des fibres post-industrielles, un tissu blanc à l'origine, pour évidemment l'utiliser au mieux et ne pas downcycler, si je peux utiliser le terme anglais, cette matière.
on doit déterminer certaines caractéristiques qui vont être nécessaires pour le recyclage. Donc, la composition de cette matière, pour évidemment bah, comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, par transformer de Fourier, enfin, oui, euh, spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier. Ensuite, on doit déterminer aussi l'armure du textile pour la déstructuration, qui va nous permettre de savoir comment on peut optimiser notre machine d'effilochage défibrage pour obtenir des fibres les plus homogènes. La température de fusion de notre matière, qui est évidemment intéressante pour éviter de dégrader notre matière quand on va la thermocompresser. Et finalement, l'indice de fluidité, qui est lui très important pour justement l'application de nouveaux débouchés. Donc, par la suite de cette collecte, on va utiliser les filocheuses des fibroses IPA qui étaient disponibles chez Vestec Pro. Cette machine, il y a un petit schéma qui vous l'explique bien plus haut. On emmène notre matière sur un convoyeur et des rouleaux vont servir à déstructurer la matière pour réduire les bouts de tissu en fibres et fils. Voilà, donc ça va permettre d'augmenter la surface de contact lors de la thermocompression et diminuer bah, la pression et la température et le temps d'opération pour faire fondre notre matière de PET. Ensuite, on a la thermocompression, donc un petit schéma à gauche pour expliquer le phénomène de thermocompression. Cet équipement, il a, comme il l'indique, thermocompression de la chaleur et de la pression. On va pouvoir mettre notre matière à l'état fibreuse à l'intérieur de cette machine, avec entouré d'antiadhésifs et de plaques en acier pour homogénéiser notre fonte. On va réussir à pouvoir obtenir des plaques de PET à partir de ça en optimisant les différents paramètres qui sont la pression, le temps de chauffe et la durée de notre fonte de matériaux. Par la suite, pour l'extrusion de granulats, on va utiliser une extrudeuse. Donc, le principe, il est assez simple. On introduit notre plaque qu'on a préalablement broyée pour l'introduire dans une filière qui, elle, va faire fondre notre matière et la faire passer entre des vis pour homogénéiser notre matière. On va la laisser tourner dans le petit canal que vous voyez juste ici afin de bien homogénéiser notre matière et enfin en sortir un filament qu'on va pouvoir découper ensuite pour obtenir nos granulats. Donc il faut savoir que nous, notre matériau, il a quand même déjà été utilisé, à la différence des bouteilles plastiques. Le PET utilisé pour l'industrie textile, il a des caractéristiques vraiment différentes. Ce matériau, il ne se comporte pas du tout comme ce que la majorité des revues scientifiques étudient à travers le plastique de bouteille. Ici, cette matière, elle est très sensible au cisaillement qu'exercent les différentes vis de notre extrusion. Comme on peut le voir sur l'image ici, où la différence de couleur entre les plaques que je vous ai montrées précédemment et la sortie de l'extrudeuse, on voit une dégradation directement visuelle sur notre matière en sortie. Donc, il a fallu bien optimiser la vitesse de la vis d'extrusion pour minimiser ce phénomène de cisaillement et de dégradation de notre PET. À la suite de ça, on a réussi à obtenir nos granulats d'extrusion. Pardon, notre recyclage thermomécanique en soi est terminé. On a décidé par la suite, avec le professeur Lucas Hoff qui vous a présenté pas mal de choses, de définir deux débouchés. Le débouché de l'impression 3D et le débouché de l'injection. Donc, le premier débouché que je vais vous parler, c'est celui de l'injection. L'injection, c'est on a placé nos échantillons de granulats plastiques recyclés dans une machine qui va fondre la matière et exercer une pression pour remplir un moule de la forme désirée. Donc, à la sortie pardon, à la sortie de ce moule, on obtient, nous, une forme d'éprouvette. Donc, à première vue,
il semble que notre éprouvette est quand même d'une forme assez acceptable. La température a été vite optimisée et les différents paramètres ont été maîtrisés. On voit en sortie, on a le canal d'injection qui est normal à tout matériau injecté de cette forme. Mais en cassant la matière, on voit une cavité à l'intérieur de celle-ci. Donc ici, il s'est montré deux hypothèses à ce problème, qui étaient premièrement la fonction du PET. Le PET, c'est un polymère de condensation, c'est-à-dire qu'il absorbe énormément d'eau. Donc, quand on va le fondre, évidemment, les bulles d'air vont remonter, et dans le phénomène de l'injection, on peut avoir des cavités comme celle-ci. Donc, pour éviter ce problème, on a mis au four nos granulats à 140 degrés pour éliminer toute l'eau qu'il y avait à l'intérieur de nos granulés et on les a injectés par la suite. Malheureusement, on a vu que nos cavités restaient. Donc, la deuxième hypothèse qui a été soulevée, c'est la fluidité de notre matériau. Le matériau, quand on le met dans notre machine à injection, il va essayer de s'échapper par n'importe quelle jointure possible. Donc ce matériau-là, donc, il nécessite de grandes installations, des machines d'injection très puissantes pour conserver cette matière jusqu'à une limite qui est évidemment la fluidité du matériau. S'il veut s'échapper par quelque part, il arrivera toujours. Donc, on reviendra sur ce problème juste après le deuxième débouché, qui est, lui, l'extrusion de filaments 3D. Pour extruder notre filament 3D, comme la précédente présentation, j'ai utilisé la 3D Evo pour essayer de réaliser le filament 3D. Malheureusement, moi, j'ai eu un peu plus de mal que toi à réaliser quelque chose de viable à court terme. Donc vous allez voir après que j'ai réussi à surmonter ce problème-là. Ici, on voit évidemment la grande fluidité de notre matière qui fait que bah, le plastique coule directement et n'a pas le temps de former un filament acceptable pour n'importe quel débouché. Donc là, on voit que nos deux enjeux rencontrés sont un peu similaires. On a une trop grande fluidité de notre matière. Pour résoudre cet enjeu, on a utilisé un additif dans notre matière qui a permis d'allonger les chaînes polymériques. Comme on peut voir sur ce schéma, on a nos chaînes polymériques qui ont été liées par un additif qui s'appelle le joncril. Donc, c'est un produit commercial qui est spécialement fait pour augmenter la viscosité des PET. Donc, grâce à cet ajout, on a pu optimiser au fur et à mesure notre indice de fluidité jusqu'à obtenir des indices de fluidité que les bouteilles plastiques recyclées ont. Et on sait que les bouteilles plastiques recyclées, on en fait beaucoup de choses. On fait du filament 3D, on fait beaucoup de vêtements même avec. Et donc, comme on peut le voir, bah, plus de viscosité nous donne plus de processabilité. Et ici, je vous ai mis une photo un peu plus agréable à regarder sur un fil continu. Créé à partir de notre matière recyclée. Donc, au final, ce projet, maintenant, avec un peu plus de recul, je vais pouvoir vous donner les bénéfices, les limites et les perspectives de celui-ci. Les bénéfices, bah, c'est un développement de processus de granulation qui est peu documenté dans les aspects scientifiques à partir de déchets de textiles. On a eu des résultats qui étaient encourageants sur l'intégration de ces granulats dans de nouveaux débouchés par l'ajout d'un additif. Malgré ça, il y a des limites qui sont à noter. Là, sur ce projet-là, on a utilisé une matière qui était totalement pure, avec un gisement qui était très contrôlé. Et on sait que dans l'industrie textile, un gisement contrôlé, c'est assez rare, malheureusement, encore aujourd'hui. Donc, si on veut amener ce projet à plus d'industrialisation, il est sûr qu'un tri bien plus important serait à faire. Et je vois pas Maria qui pourrait peut-être nous aider avec sa caractérisation de plastique noir par terahertz, qui semble très très pertinent même dans le domaine du textile. Il y a une autre limite qui est aussi à noter, c'est que malgré les avantages de ce recyclage, on n'a pas réalisé les coûts énergétiques de cette méthode par rapport à la production de plastique vierge ou par rapport à justement, comme on en parlait précédemment, de la
des recyclages chimiques, qui est très coûteux en temps et en énergie pour recycler le polymère, mais d'une façon bien plus qualitative. Enfin, les perspectives du projet seraient de l'optimisation du procédé, par rapport à celui-ci. On pourrait voir d'autres débouchés à appliquer, peut-être tester d'autres matières par rapport par rapport à ce type de recyclage. Peut-être aussi de caractériser les pièces recyclées. Malheureusement, là, j'ai pas eu le temps dans le temps de ce projet de caractériser mes pièces mécaniquement à partir des échantillons injectés, par exemple. Et enfin, les dernières perspectives seraient l'intégration dans un milieu industriel. Et là, je suis très content de vous annoncer que ce projet que j'ai réalisé pour ma maîtrise a été continué en partenariat avec le professeur Lucas Hoff et l'élève Paul Isambard sur une caractérisation du gisement et d'un cahier des charges dans un milieu industriel avec le partenaire du Siècle du Soleil pour la caractérisation et le cahier des charges d'un gisement un peu plus compliqué à traiter, c'est vrai, mais avec un milieu industriel et des contraintes qui y sont aussi un peu plus. Et voilà, je voulais remercier le laboratoire du Polymérette, le LIBEC, LFIC aussi, que j'avais pas le logo encore, parce que l'année dernière, il n'y en avait pas. Le CIROD, Move Activewear et évidemment Vestectro pour leur accompagnement tout au long de ce projet. Des questions? Oui, Sophie. Merci pour cette présentation. J'ai deux petites questions. Oui. La première, c'est votre gisement contrôlé. Est-ce que vous êtes sûr que c'était des fibres à partir de PET vierge? Ou ça, parce qu'il y a beaucoup de PET Oui. recyclés dans le. Mais en tout cas, selon le partenaire, c'était du PET vierge qui venait, 100% de PET vierge. Et puis, je me demandais dans le processus avec Oui. l'additif, est-ce que ce serait possible de faire un mélange de PET vierge et de PET recyclé pour, à la place de mettre l'additif qui est pas du PET, là, Oui, finalement? potentiellement, j'ai essayé, au sein de mon projet, j'ai essayé justement, pour augmenter la viscosité, d'ajouter du PET de bouteilles plastiques, parce qu'on sait que la viscosité était autre. Malheureusement, j'arrivais pas à avoir un résultat homogène, et au sein du processus, ça me compliquait bien trop le procédé. Il fallait que je rajoute une machine en plus, donc c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter un additif à la place. Est-ce que le fait d'ajouter un additif, est-ce que ça compromet la recyclabilité en fait, du PET ou pas? Mais c'est une des perspectives qui serait aussi à voir si justement on pourrait recycler encore ce Hmm. PET à la suite. C'est quelque chose que non, j'ai pas fait, mais qui serait intéressant à voir en effet. D'accord. Ouais. Oui, je sais pas qui a levé la main en Bien, premier. ben, Ouais. en fait, ouais, ben, Mathia, c'est Ouais. Jessie. Ouais. D'accord. Peut-être pour rebondir sur cette question-là, Oui. parce que si je comprends bien, ce que j'avais ajouté dans l'étude, c'est un allongeur de chaîne. Oui. Là. Donc, l'allongeur de chaîne, peut-être, c'est pas réellement un additif qui va être comme contaminant, mais il va recompenser un Oui. peu la perte de poids moléculaire. C'est ça. Il va allonger les chaînes polymériques, donc il va restituer un petit peu ton polymère. Peut-être ça serait moins critique que vraiment un additif qui est autre Oui. pour la recyclabilité par exemple. Donc, toi, tu vois pas d'enjeu de recyclabilité avec le polymère, en fait, avec l'additif en question, là. Ben, la longueur de jambe. Ça Ouais. devrait être moins critique, parce que en gros, c'est vraiment de restituer un petit peu la perte de poids moléculaire de ton polymère de base. Merci. Mathias. Moi, je vais en voir un peu la même chose, mais c'est parce que tu as repris aujourd'hui. Oui. Et puis, c'est pas anodin non plus. Oui. Pas Non, c'est sûr. donc, c'est toujours penser au textile qu'on ne recycle pas. Bien sûr. Ok, donc, celui qui finit dans l'environnement, ce qui lui rajoute plein de choses qui fait que c'est moins dégradable, Oui. plus toxique et autres. Donc, c'est peut-être que là, il y a beaucoup de pistes à regarder. Mais moi, j'étais curieux, là, sur vraiment le piste, pardon. Pourquoi tu as un PET qui ne se comporte pas de la même manière que celui que tu as trouvé dans l'examen de Est-ce que tu as une idée? Mais si je ne me trompe pas, il y a différents types de PET avec différentes structures morphologiques à l'intérieur. Il y en a qui ont des chaînes bien plus longues que d'autres.
Et donc, celui qui est utilisé en PET pour le gonflage, pour le procédé de base, a besoin justement d'une viscosité plus importante que pour le textile, où justement, c'est finalement des buses qui vont faire sortir des fils plastiques, donc avec une fluidité bien plus grande. Et c'est ça qui donne l'aspect fondamental de chaque matière l'une et l'autre. Ok. Si Mm. tu avais pris un textile qui avait mis du PET de bouteille recyclé dans le textile, est-ce que ça aurait pu changer? Ça aurait pu changer. Je pense que ça aurait changé justement. Mais c'est vrai que c'est une des perspectives qui est aussi intéressante de voir justement par rapport à ce textile-là. Moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir le recycler, mais est-ce que c'est possible, bah, au lieu d'augmenter sa viscosité pour pouvoir en faire d'autres objets, est-ce qu'on peut juste pas reboucler la boucle et réussir à prendre ce textile et le réimprimer de la même façon? Ça serait hyper intéressant. Merci. Jesse? Oui, je comprends un peu que les retombées environnementales commencent à tomber en outside de scope, mais je serais curieux de t'entendre justement. Est-ce que tu peux analyser ça? Quelles seraient les retombées environnementales intéressantes? Puis l'ajout du jonquil, est-ce que ça vient comme contrer ces retombées escomptées-là ou pas? Je pourrais t'en avoir ton avis là-dessus. C'est sûr que le jonquil, ben, c'est ce que disait Mathias finalement tout à l'heure, c'est dès qu'on ajoute un nouveau produit dans notre matière, on vient compromettre les retenues environnementales. Moi, j'ai pas fait d'analyse de cycle de vie. C'est vrai que justement, comme je dis, les coûts énergétiques, bah, l'analyse de cycle de vie pourrait aussi permettre de voir ces retombées-là. Mais moi, j'ai pas fait ça encore, malheureusement d'ailleurs. C'était facile, non? Oui, monsieur, puis après ça, Mathias. Oui, allez-y. Oui, Oui, alors, concernant les pièces, la pièce qui Oui. n'est pas homogène, oui. euh, est-ce que si on va en diminuant l'épaisseur pour carrément une feuille, Oui. au lieu que ça soit là, est-ce qu'on obtient l'homogénéité? Pour la pièce injectée, vous voulez Oui. dire avec la cavité à l'intérieur? Oui, Non, je pense pas. Bah, en fait, au final, je pense que le plus gros problème a été vraiment les joints. Parce qu'en final, le moule, c'est comme deux pièces qui viennent se coller l'une à l'autre. oui, Et comme on met un plastique en pression, et ben forcément, le moule il va avoir tendance à s'ouvrir un peu. Plus la fluidité est grande, plus les espaces autour de la pièce va venir se remplir de plastique. Et c'est pas ce qu'on veut, malheureusement. Donc, je pense que non, si on met une feuille en plastique, ça va être, enfin, la taille d'une feuille, on va avoir le même problème avec des jointures qui vont venir se remplir de plastique, malheureusement. parce qu'il paraît, enfin, excusez-moi, peut-être que je me trompe, Hmm. la tendance en performance, c'est de prendre un truc monomoléculaire. En termes pour, pour l'injection? Polymère, oui, enfin, uniquement un seul polymère, une seule molécule. Oui. Une seule molécule, et apparemment, ça donne des performances plus. Ok, ok, j'avoue que je ne savais pas. Je pense que si on parle juste d'une seule molécule, à l'aspect morphologique de la pièce, Mais apparemment, oui, ça coûte en énergie. ok, très bien. Ah, merci. Tu voulais répondre à ça, là? Non, parce que la matière, ça va. Ouais. Et après, avec toi. Un petit point. Oui. Par exemple, dans le cas de voir la toxicité, par exemple, du jonquil, Oui. pas besoin nécessairement de faire une analyse de cycle de vie, mais quand il y a un test de toxicité, Oui. ça peut être suffisant. Oui. Ça permet de rapidement voir s'il y a un enjeu ou pas, puis après, s'il y en a un, tu peux déployer. Ça. Oui, Oui. ma question, c'était plus par rapport à l'injection. Est-ce que peut-être vous avez essayé de voir un autre élément avec qui peut aller à la dépression élevée, tout ça, et que ça va résoudre le bien sûr. problème? Parce que C'est ça. peut-être qu'il y a aussi un problème d'équipement, Oui. de limitation. Dans le laboratoire, j'avais utilisé la mini machine à injecter. Donc, c'est sûr que les pressions étaient ridicules à l'intérieur. Enfin, en fait, il n'y avait même pas de pression, je pense, latérale là-dessus. Donc, quand on a utilisé une machine plus performante, on a obtenu de meilleurs résultats, mais on avait toujours des cavités à l'intérieur. Donc, c'est là qu'on a vu vraiment l'impact qu'a la fluidité sur le résultat final de notre matériau, qui nous nécessitait l'augmentation de la viscosité pour obtenir des pièces industrialisables, finalement. D'autres questions, interventions? Oui, Et moi, j'ai une question un peu plus en amont, c'est par rapport au procédé lui-même. Si j'ai bien compris, à partir des détails, vous enlevez les fibres. on déstructure la fibre, c'est ça. On a des tissus, on les déstructure sous forme de fibres et fils. Ouais. Exactement. Ensuite, compactage.
Oui, par thermopression. On broie ces plaques pour les injecter pour les mettre dans la machine à extrusion. Ouais. Mais pourquoi ne pas broyer directement C'est une très très les bonne plaques? question. C'est une très très bonne question. À l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune machine qui réalisait ce genre de choses. Et le broyage des fibres textiles comme ça, pour pouvoir les rendre à une épaisseur assez fine pour pouvoir les intégrer directement dans l'extrusion, il y avait deux technologies, soit des broyeurs industriels qui, par force, par une force trop importante, venait abîmer notre matière parce que la machine chauffait trop. Du coup, notre matière, elle se dégradait à l'intérieur. Et la deuxième technique qu'on a utilisée, c'était un broyeur cryogénique qui, lui, marchait avec un rendement de 3 grammes à l'heure. Quelque chose qui n'était pas viable. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de préférer fondre d'abord. Autre question, intervention, commentaire? Non? Ben, merci beaucoup. Merci.